Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission du samedi. Des soldats tchécoslovaques ont également rejoint les rangs de l'armée de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale et ainsi contribué à la victoire des Alliés il y a 81 ans. Ce sera le premier thème de notre émission. Et si le communisme n'était jamais tombé en 1989, c'est le thème du roman Uchronik d'Alena Mornsteinova, récemment paru en français et dont nous parlerons en seconde partie de cette émission. Bonne écoute de ce programme. On connaît bien l'histoire des soldats tchécoslovaques engagés dans la Royal Air Force dotée de 4 escadrons propres et globalement dans l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, une poignée d'entre eux a été détachée par le gouvernement en exil d'Edvard Beneš à la demande du général de Gaulle et envoyée combattre en Afrique pour la France libre. Radio Prague International s'est intéressé à cet épisode en compagnie de l'historien Paul Lenormand, spécialiste de l'armée tchécoslovaque. On l'écoute. En 1940, après la défaite française, il y a plusieurs centaines d'officiers tchécoslovaques qui rejoignent la Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, ces malheureux officiers ont, pour la plupart, environ 3 ou 400 d'entre eux n'ont pas d'affectation, parce qu'il n'y a pas assez de troupes à commander. Bon, déjà, il y a des mouvements de rébellion contre le haut commandement tchécoslovaque, il y a des pétitions, il y a un certain nombre d'officiers qui sont internés, qui sont dégradés. Bref, il y a un effort, il y a une phase de répression qui s'abat sur ces hommes. Il y a aussi beaucoup de critiques par rapport à la campagne de France, qui est considérée comme ayant été malmenée. Alors évidemment, à l'échelle des Tchécoslovaques, c'est un peu paradoxal puisqu'ils n'ont pas une prise très importante sur le cours des événements. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'officiers, donc souvent des officiers un peu âgés, des officiers supérieurs, mais pas seulement, qui sont accusés d'avoir été incompétents, alcooliques, voire chapardeurs dans les provisions pendant la retraite en particulier. Ils sont accusés par qui exactement? C'est par le gouvernement en exil? Ils sont accusés par d'autres officiers, disons. C'est une sorte. Il y a des rumeurs, il y a des bruits qui courent. C'est rapporté notamment par certains officiers. Enfin, il y a des rapports. Il existe quelques rapports qui mentionnent ces critiques en fait. Donc il y a un bruit de fond, disons, très négatif, qui vise, qui n'est pas monopolistique, mais qui vise quand même un certain nombre d'officiers tchécoslovaques. Et en fait, c'est assez logique dans un contexte de défaite, d'effondrement. Il n'y a pas de perspective de libération ou de victoire à court ou moyen terme. Donc évidemment, les rancœurs ressurgissent. Et donc dans ce contexte-là, il y a certains officiers qui considèrent que l'armée tchécoslovaque, enfin ce qu'il en reste, c'est-à-dire en gros une petite brigade d'environ 3000 personnes, cette armée, elle sert à rien, elle a pas de perspective de se battre rapidement. Et donc il y a des officiers et des sous-officiers qui désirent rejoindre d'autres forces armées pour participer plus directement au combat. Et donc parmi ces forces armées, on trouve il y a bien sûr les forces armées britanniques, alors avec différents corps. Il y a la Royal Air Force, mais il y a aussi des troupes terrestres. Bref, je passe là-dessus. Et il y a plus marginalement, il y a les Polonais, les Australiens qui ont une réputation combattante assez positive. Et puis il y a les Français libres. Et les Français libres, pour des tas de raisons, passent pour des gens aventureux, volontaires. En plus, c'est des rebelles. Ils ont pas de gouvernement. Enfin, ils ont le gouvernement de De Gaulle, mais c'est tout frais. Pour ces Tchécoslovaques un peu désœuvrés, c'est une opportunité intéressante. Et donc, en fait, il y a aussi, par ailleurs, une francophilie assez forte dans l'armée tchécoslovaque qui date d'avant-Hitler, évidemment, mais de la fin de Première Guerre mondiale. Et il y a beaucoup d'officiers tchécoslovaques qui parlent français, plus ou moins bien, mais... Et il y a aussi une demande du côté de Gaulle, si j'ai bien compris aussi, qui veut recruter ces gens-là, quoi. Oui, absolument. En fait, la France libre, c'est quelque chose de minuscule au départ. Hein. C'est quelques milliers d'hommes à Londres, tout compris, en comptant les forces aériennes françaises libres, les forces navales françaises libres. Et donc oui, en fait, c'est un ensemble un mélange de militaires de carrière qui ont décidé de rester à Londres, mais ils sont très peu nombreux finalement, et puis de volontaires venus plus ou moins du monde entier à force. Et bref, beaucoup de gens qui ont pas forcément une expérience du commandement, et donc recruter des officiers francophones en plus pour partie, c'est une opportunité intéressante. Et puis il y a la tradition française de la Légion étrangère aussi. C'est pas une rupture dans les pratiques de recrutement françaises. Donc il y a un certain nombre d'officiers qui vont rejoindre. Alors le plus connu pour plusieurs raisons, c'est Otto Wagner,
Alors, on en reparlera après, ça c'est sûr. On en parlera après, voilà. Mais juste pour dire que Otto Wagner illustre un peu ça, parce qu'il est passé par Saint-Cyr dans les années 20, comme officier à titre étranger, hein, comme élève officier à titre étranger, ce qui est une pratique qui était courante et qui persiste encore aujourd'hui. Et évidemment, il parle français. Donc voilà, simplement pour dire voilà, un peu les motivations. Et en effet, il a un destin incroyable. Comme je disais, on reviendra là-dessus peut-être tout à l'heure, justement, pour donner cet exemple, parce qu'il est quand même très emblématique. Il faut quand même dire qu'ils doivent bénéficier d'une autorisation spéciale de Benesch, hein, donc le président en exil qui est basé à Londres. Où sont-ils affectés? Si j'ai bien compris, en fait, ils vont être envoyés en Afrique, en fait. Oui, exactement. En fait, le destin de la France libre se joue en Afrique. Ah oui, il y a deux ouvrages. Enfin, il y a les travaux de Géraud Létang et les travaux d'Eric Jennings qui le soulignent bien. En fait, le front européen, il est inexistant jusqu'au débarquement pour les Français libres. Enfin non, il y a la campagne d'Italie à partir de 43, mais globalement, la campagne d'Italie, elle se fait dans la continuité des campagnes en Afrique et au Proche-Orient. Donc voilà, donc en fait, ils se retrouvent là-bas, ils se retrouvent soit en Syrie, où il y a aussi, d'ailleurs, c'est assez paradoxal, il y a un certain nombre de soldats de la Légion étrangère aux ordres de Vichy qui sont tchèques eux-mêmes, enfin qui sont d'origine tchèque ou d'origine slovaque, et qui vont rencontrer des soldats tchèques ou slovaques qui sont dans la France libre. Bon, globalement, ils vont pas vraiment directement s'entretuer, mais c'est un combat fratricide à l'échelle des forces, on va dire, coloniales françaises. Et donc, il y a des deux côtés, il y a quelques Tchèques et Slovaques. Bon. Donc, ces gens, effectivement, vont se retrouver essentiellement en Afrique. Ils vont passer donc soit par la Syrie ou par la Palestine, qui est un peu le point un point de recrutement important côté britannique et aussi pour les Français libres avant juin 41. Et ils vont passer, bien sûr, certains vont suivre un parcours assez au long cours à travers l'Atlantique pour rejoindre le Congo, le Cameroun, le Gabon en AEF, hein, et puis ensuite remonter jusqu'aux troupes à l'époque colonel puis général Leclerc, où ils vont combattre contre les Italiens et les Allemands dans le Fezzan et dans le sud de la Libye, voilà, plus globalement. Il faut s'imaginer, en fait, c'est vraiment un tout petit groupe, hein, c'est une poignée d'hommes. Je crois que j'avais trouvé 58 soldats à peu près, et dont 7 pilotes, grosso modo, au niveau des chiffres. Oui, on est vraiment dans cet ordre-là. De mémoire, il y a quelque chose comme 15 officiers. On va trouver d'autres personnels non officiers. Effectivement, répartis un peu dans différentes spécialités, des fantassins principalement, évidemment, mais aussi d'autres, dont quelques aviateurs, sachant que la plupart des aviateurs qui étaient dans l'armée de l'air en 1939-40, ils sont plutôt passés dans les forces aériennes britanniques. Donc, et puis la France libre n'a pas une armée de l'air très considérable de toute façon. C'est surtout du transport et de la reconnaissance. Donc oui, c'est tout petit. C'est un peu anecdotique en réalité, hein, soyons francs. C'est anecdotique, on est content d'en parler parce que ça concerne les Tchèques et les Slovaques, mais ça reste effectivement mineur. Ce qui est moins anecdotique et qui est intéressant, c'est que finalement la participation à l'effort de guerre allié, c'est vraiment quelque chose d'assez transnational. On a l'habitude de manipuler nos catégories nationales avec les grands alliés. Hein, ça, c'est un point de vue propre à des États puissances, on va dire. Mais en réalité, ça s'appuie sur un réservoir sur des ressources humaines et matérielles qui sont puisées dans des petits États, en termes de puissance, comme la Tchécoslovaquie ou même la Pologne, à certains égards, qui sont puisées dans le monde colonial. Hein, et donc, voilà, tout ça s'appuie en fait sur cet effort. Et puis, les gens circulent d'une force armée à l'autre aussi, quand ils peuvent. Et Wagner, dont on vous reparlera, mais c'est voilà, armée, c'est un peu d'armée française, puis armée tchécoslovaque, puis la France libre, puis à nouveau l'armée tchécoslovaque. Donc ça tourne. C'est ça qui est intéressant justement avec cette armée tchécoslovaque, en effet, enfin en tout cas en exil et tout, c'est que en effet, comme vous dites, elle a combattu, alors pour le coup sur différents fronts, hein, parce que là évidemment on parle du côté ouest, mais évidemment il y a le côté est. Hein. Ça, je pense qu'on en reparlera évidemment dans d'autres émissions avec peut-être d'autres intervenants. Là, vous dites en effet, c'est anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, ça fait le lien quand même, une espèce de continuité de ces relations franco-tchécoslovaques, même si c'est à toute petite échelle. Vous parlez donc d'Otto Wagner, donc en effet parmi ces futurs compagnons de la libération. Notamment, j'aimerais quand même rappeler le nom du lieutenant Evan Spaniel, parce qu'on a fait une émission là-dessus en novembre, et qui est mort à Kraft il y a 80 ans, alors maintenant 81 ans cette année, puisque c'était en novembre 1944, qui était le fils d'un sculpteur tchèque très connu, Otakar Spaniel. Qui a une tombe au cimetière de Vyšehrad à Prague. Tout à fait, et dont la croix a été réparée il y a quelques années, restaurée.
enfin changé pour le coup, voilà, par Christophe Chenot, grâce à l'aide de Christophe Chenot, voilà. Et donc Ivan Spaniel, donc c'est un nom important aussi, voilà, dans ce petit groupe de Tchèques dans la France libre. Mais donc on revient à Otto Wagner, qui a aussi un parcours complètement incroyable. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en quelques mots sur sa biographie et qu'est-ce qu'il fait en fait dans ce corps d'armée? Otto Wagner, qui est né en 1902, c'est un officier de carrière, tchécoslovaque, et en fait, en raison de sa génération, il est trop jeune pour participer à la Première Guerre mondiale, hein, et donc il s'engage dans l'armée tchécoslovaque après la naissance, une fois que la République est déjà installée. Donc Il passe effectivement. c'est un pur produit de la Première République tchécoslovaque en fait. C'est un pur produit de la Première République tchécoslovaque et de l'alliance franco-tchécoslovaque aussi, on peut le dire, parce que dès le début, il va très rapidement, en 1923, ouais, donc il a 21 ans, il passe par Saint-Cyr. C'est vraiment quelqu'un qui suit une carrière qui est pas d'ailleurs particulièrement flamboyante, hein. Voilà, il doit être capitaine breveté, quelque chose comme ça à la veille de Munich. Donc voilà, mais tout à fait honorable. En 1939, il part en exil, hein, donc au printemps, comme plusieurs centaines d'officiers tchécoslovaques. Il part en exil, il se retrouve en France. De toute façon, c'est en France que se constitue cette armée, avec quelques guillemets pour la dimension, mais enfin, en tout cas, ces premières unités tchécoslovaques qui sont censés incarner la restauration future espérée de la souveraineté tchécoslovaque dans ses frontières d'avant Munich. Donc Wagner participe à la campagne de France, mais en fait il participe, comme les deux régiments tchécoslovaques engagés, plutôt à la retraite qu'à la partie voilà, de résistance à la percée allemande. Quand les Tchécoslovaques sont engagés mi-juin, autour du 10-15 juin, globalement les choses sont perdues, hein, pour les armées françaises. Bref, donc il participe à tout ça. Il part ensuite en exil en Grande-Bretagne, hein, comme l'essentiel d'ailleurs des volontaires, hein. Ceux qui restent sont plutôt des mobilisés, beaucoup de Slovaques, des gens qui ont des attaches en France, notamment maritales. Et donc Wagner part en Angleterre. Et là, il est confronté à cette espèce de goulot d'étranglement professionnel et vocationnel, on pourrait dire. Et donc, effectivement, les autorités tchécoslovaques, donc Beneš, hein, in fine, mais en dessous, il y a voilà la pyramide militaire, Sergei Ingres, Rudolf Diest, etc. C'est des officiers un peu collés serrés, qui tiennent pas particulièrement à conserver dans leur rang ces rebelles. Ce sont des rebelles, c'est des gens qui ont du tempérament. Wagner est connu pour être une grande gueule, et il le sera jusqu'au bout de sa vie, hein. C'est assez intéressant. Un insoumis absolu. C'est assez paradoxal pour un militaire d'être aussi rétif à l'autorité, on pourrait dire. Mais donc il rejoint la France libre. Il passe par la Syrie, hein, où il se retrouve dans la 3e demi-brigade de la Légion étrangère, hein, fameuse. De là, il va être envoyé à travers l'Atlantique jusqu'au Congo, et il va remonter jusqu'en Égypte, en gros. Ça fait partie de ces bizarreries des circulations impériales et coloniales du temps de guerre, où évidemment beaucoup d'espaces, notamment maritimes, sont bloqués à cause de la guerre sous-marine. Voilà, ça complique un peu. Il s'illustre dans une bataille en particulier? Bah oui, alors il est surtout connu pour avoir commandé une compagnie lors de la bataille de Bir Hakeim, donc en 1942, hein, donc en juin 42. Donc c'est le moment où, pour mémoire, hein, les troupes, quelques bataillons français dans une oasis bloquent en gros l'offensive conjointe italo-allemande, participe à l'échec en fait de l'offensive de Rommel, en formant une espèce de point d'appui impénétrable, qui finit quand même par être évacué de nuit dans des conditions dantesques. Et donc Wagner, encore une fois, s'en tire, mais il sera blessé plus tard en octobre dans un combat pendant la bataille d'El Alamein. Donc cette bataille qui est vraiment la dernière grosse défaite de Rommel avant sa retraite jusqu'en Tunisie. Et donc c'est globalement essentiellement l'effort évidemment des Britanniques et de leurs troupes, mais du Commonwealth, c'est de l'Empire, hein. Wagner participe à tout ça, et il est blessé, donc ça va être long après, hein. Il est vraiment gravement blessé, il est convalescent, et il va finalement retourner en France et participer aux opérations contre les poches de l'Atlantique à partir de janvier 1945. Tous ces soldats qui ont été, tous ces soldats,
cette poignée de soldats tchécoslovaques dans la France libre, qu'est-ce qui se passe après la fin de la guerre? Ils sont démobilisés, ils rentrent en Tchécoslovaquie. Est-ce qu'ils vont subir aussi, comme leurs compagnons, notamment qui sont passés par la RAF, les purges après l'arrivée au pouvoir des communistes? Oui, c'est tout à fait le cas. Alors en fait, ce qui se passe, il y a deux phénomènes un peu parallèles. Il y a d'abord un phénomène de reconnaissance de la part à la fois de la France, alors désormais la France tout court, hein, et donc la France, disons gaulliste, victorieuse, Ils sont d'un certain décorés, nombre quoi. de voilà, ils sont décorés, mais ils sont pas décorés par n'importe quoi. Wagner et trois autres Tchécoslovaques sont décorés de l'Ordre de la Libération, qui est une décoration qui, dans l'ordre protocolaire, est au-dessus de la Légion d'honneur. Donc, c'est vraiment l'honneur absolument suprême dans la hiérarchie nouvelle qui est en train de se recomposer à l'échelle de la France. Donc, ça c'est important. Et ils sont aussi quand même honorés par la Tchécoslovaquie. C'est vrai que c'était des rebelles, ils ont été embêtants. Enfin, il y a des traces écrites de conflits, notamment quand Wagner était dans la France libre, où il se moque de l'armée tchécoslovaque, où il dit que c'est une fucking army, il dit que c'est une armée de gonzesses, quand il est en Syrie. Et donc, le général tchécoslovaque qui commande la mission militaire au Proche-Orient écrit au général Catroux en lui disant, dans un français un peu approximatif, en lui disant il faudrait calmer quand même vos troupes, parce que Vos ardeurs, enfin les ardeurs de les ces ardeurs qu'il arrête en gros de diffamer. C'est quasiment une plainte en diffamation. Et donc en fait, malgré cela, il va aussi bien sûr être décoré d'un certain nombre de médailles tchécoslovaques, la Croix de guerre, etc. Et il va rentrer au pays avec le grade de colonel. Donc voilà, il y a pas une rancune manifeste de la part des autorités tchécoslovaques. Et donc, ça m'amène à cette question de qu'est-ce qui se passe après février 1948. Bon, déjà, ces hommes sont pas très nombreux. Mais malgré tout, parmi les services de renseignement tchécoslovaques, donc les services désormais communistes, la plupart évidemment des actions accès qui sont organisées par le STB et les autres organes similaires sont dirigées plutôt contre des gens qui seraient alliés à l'impérialisme américain, éventuellement les Britanniques. Les Français sont pas au départ les premières cibles, mais assez rapidement, il va y avoir aussi une action dédiée au lien avec les services de renseignement français. Ils sont pas inactifs, mais qui sont clairement pas en train d'essayer de détruire la Tchécoslovaquie communiste à toute force. Tous ceux qui ont été associés à la France pendant la guerre vont être à risque. Et comme tous les samedis, place à la littérature avec Václav Richter. Rencontre littéraire. La découverte de l'autre, telle est la ligne éditoriale des éditions Bleu et Jaune. Fidèle à cette maxime, cette maison d'édition parisienne vient de publier déjà le deuxième roman de l'écrivaine tchèque Alena Monštejnová intitulé Listopad, novembre. Nous avons demandé à Tatiana David-Sirotchuk, fondatrice et présidente des éditions Bleu et Jaune, de nous présenter ce livre traduit du tchèque par Anaïs Raimbault, par ailleurs collaboratrice régulière de Radio Prague, et de nous éclairer aussi sur la mission de sa maison d'édition. Vous écrivez sur le site web de votre maison d'édition que les langues moins répandues produisent de grandes œuvres littéraires. Que pouvez-vous dire de votre maison d'édition, Édition Bleu et Jaune, et dans quelle mesure réussissez-vous à présenter ces œuvres littéraires aux lecteurs francophones? Écoutez, les éditions Bleu et Jaune que j'ai fondées à Paris ont justement pour ligne éditoriale la découverte de l'autre, et surtout la découverte de nos voisins européens à travers la littérature. Et d'ailleurs, le nom Bleu et Jaune, ça renvoie entre autres aux couleurs du drapeau européen. Mais le nom m'a été inspiré par Goethe, le grand penseur allemand du siècle des Lumières,
qui écrivait dans sa théorie des couleurs que le bleu apporte toujours une ombre et le jaune apporte toujours une lumière. Et justement, la vocation des éditions Bleu et Jaune, c'est de sortir de l'ombre toutes ces belles littératures européennes et de les mettre en lumière, notamment en France et dans le monde francophone. Et vous avez déjà publié la traduction française du roman Hanna d'Alena Monštajnová. Ce livre, devenu best-seller en Tchéquie, a été décoré de prix littéraires et adapté pour le théâtre. Comment a-t-il été reçu par vos lecteurs? Oui, en effet, nous avons déjà publié le roman Hanna d'Alena Monštajnová. Quand j'ai découvert ce roman, qui était déjà un best-seller en République tchèque, nous avons voulu tout de suite, avec mon associé, le publier en France. Notre démarche éditoriale consiste à introduire en France le meilleur de la littérature européenne contemporaine, et ce roman, qui a eu un énorme succès populaire en Tchéquie, y correspondait parfaitement. Et aujourd'hui, c'est l'un des romans les plus lus et les plus aimés de notre collection Fiction Europe. On peut dire que le public français et francophone a été au rendez-vous. Les livres d'Alena Monštajnová sont des romans de fiction, mais ils sont souvent inspirés par la réalité. Quel est le rapport entre la fiction et la réalité dans ces romans et comment sont-ils perçus en France? Le public français les perçoit-il comme le fruit de l'imagination de la romancière ou comme le reflet d'une réalité? Ces romans partent souvent d'une réalité historique ou sociale, mais ce sont avant tout des grands récits de fiction, très incarnés. Quand les lecteurs lisent ces romans, ils découvrent surtout une grande autrice tchèque, et c'est ce qui est, à mon sens, le plus important. Vous savez, aujourd'hui en France, la littérature traduite est surtout anglophone, avec plus de 70% des titres traduits. Si on ajoute l'allemand, l'espagnol, l'italien et le japonais, ces 5 langues dominent le marché français de la littérature étrangère, avec 90% des titres traduits. Nous cherchons à faire bouger les lignes en publiant en France de la littérature européenne contemporaine et les romans d'Alena Monštajnová, qu'ils soient absolument fictionnels ou inspirés de la réalité, contribuent à changer la donne. Pourquoi avez-vous décidé de faire traduire et de présenter au public francophone le roman Listopad, Novembre d'Alena Monštajnová? Pourquoi avez-vous choisi justement ce livre dans l'œuvre de cette écrivaine qui est déjà auteure de 7 romans et de plusieurs livres pour enfants? Quand nous introduisons en France un auteur ou une autrice, nous cherchons ensuite à l'accompagner dans la durée, en publiant plusieurs de ses livres. C'est aussi le cas avec Alena Monštajnová. Et par ailleurs, nous construisons notre programme éditorial comme un ensemble cohérent pour fidéliser nos lecteurs et leur donner envie de poursuivre l'aventure avec nous. Le roman Novembre s'inscrit pleinement dans cette logique avec une thématique forte que nous n'avions pas encore abordée dans notre catalogue. Que pouvons-nous dire du sujet de ce livre sans révéler trop de détails pour laisser au lecteur le plaisir de se laisser subjuguer par ce récit captivant? Dans ce roman, l'autrice se pose une question. Et si le communisme n'était jamais tombé en 1989? Elle aborde ce sujet sous un angle très intime à travers l'histoire d'une famille tchèque. D'abord, on suit une jeune femme condamnée à 20 ans de prison. En parallèle, une fillette de 4 ans est placée dans un pensionnat d'État sous prétexte qu'elle aurait été abandonnée par ses parents. Et c'est seulement à la fin que l'on comprend comment leur destin s'imbrique et se répondent d'une manière assez bouleversante d'ailleurs. Le roman Novembre, c'est donc une promesse d'un grand voyage romanesque. Il s'agit donc d'une dystopie, c'est-à-dire d'une vision sombre de l'avenir. C'est le récit d'une situation qui ne s'est pas produite en réalité, mais qui pourrait se produire, image d'un régime totalitaire, cruel et inhumain, qui aurait pu être instauré en Tchéquie si la révolution de novembre 89 avait échoué. C'est donc un livre qui peut être perçu comme une mise en garde contre les régimes totalitaires. À votre avis, le public francophone sera-t-il sensible à cet aspect du livre ? Il ne s'agit pas seulement d'une dystopie, mais d'une uchronie.
on part d'un événement historique réel. Ici, c'est la chute des régimes communistes en Europe. Et on imagine ce qui aurait pu se passer si l'histoire avait tourné autrement. Et je pense que les lecteurs y sont sensibles, mais pas tous de la même manière. Pour les plus jeunes, c'est une fiction dystopique, parfois même une effroyable dystopie. Pour d'autres, c'est un écho très direct à une réalité vécue, de près ou de loin. C'est certainement une mise en garde contre les régimes totalitaires, surtout dans le monde d'aujourd'hui où la liberté est menacée et où des guerres éclatent à tout bout de champ. Dans ce genre de dystopie excellaient les auteurs célèbres comme George Orwell ou Michel Houellebecq. Quelles sont les spécificités d'Alena Morstainova? Comment présente-t-elle la vie sous le régime totalitaire? Ces visions dystopiques sont-elles crédibles? Les dystopies de George Orwell sont très politiques, presque théoriques. Ils montrent des systèmes de contrôle très structurés et je dirais même froids. Les romans d'anticipation de Michel Houellebecq sont plus contemporains, plus sociaux, avec une vision souvent désenchantée de l'individu dans la société. Chez Alena Morstainova, la dystopie est beaucoup plus intime. On n'est pas dans un système abstrait, on est dans des vies, dans des émotions, dans le quotidien sous contrainte. Elle montre le régime totalitaire à hauteur d'individus, avec des choix, des peurs, des silences, et c'est justement ce qui rend son écriture très forte. Est-ce que c'est crédible? Oui, parce que dans certains pays, ce n'est pas une dystopie, c'est la réalité. Quelles sont les qualités littéraires des textes d'Alena Morstainova qu'on trouve également dans son roman Novembre? Quelles sont ses qualités de narratrice et les moyens qu'elle utilise pour séduire et capturer son lecteur? Les qualités des romans d'Alena Morstainova sont évidentes. Déjà, ces histoires sont toujours bien ficelées, bien construites, avec des personnages très attachants. Et souvent, il s'agit de personnages féminins, ce qui reste encore rare dans la littérature contemporaine. Sa narration est d'une grande fluidité, ce qui fait qu'on ne lâche pas le livre jusqu'à la dernière page. Elle sait créer une vraie tension, tout en restant très proche de ses personnages, ce qui rend ces récits à la fois prenants et profondément humains. Et plusieurs lectrices nous ont dit avoir été bouleversées, parfois même jusqu'aux larmes, en lisant ces romans. Vous savez, la véritable vocation de la littérature est d'émouvoir et de faire réfléchir. Et je pense qu'Alena Morstainova y parvient avec brio. Envisagez-vous de faire traduire et de publier aussi d'autres romans d'auteurs tchèques? D'autres romans tchèques, oui. D'autres auteurs tchèques, peut-être. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre compte Instagram, sur notre page Facebook, mais aussi sur X et sur Blue Sky. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.